sa présence, Denis. C'est la deuxième fois qu'il vient au festival, donc je le remercie chaleureusement pour sa présence. Surtout remercier à travers lui, Sébastien, qui a permis cette rencontre. Et remercier à travers lui toute l'équipe de Sébastien qui nous ont facilité la venue et l'accueil de Denis. Et je passe sans tarder la parole à mon ami Alexis Hulot pour la modération. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent. En effet, c'est très intéressant. Denis a fait une école célèbre qui s'appelle Les Gobelins, vous connaissez de nom, mais surtout il a fait un film qui s'appelle Funan, et on parle beaucoup de voir différemment notre histoire, et je pense que Denis est quelqu'un, parce qu'on parle beaucoup de patrimoine marocain, de réfléchir sur comment les jeunes Marocains et les jeunes Marocaines peuvent prendre aussi leur histoire, et par exemple pourquoi pas réfléchir à Funan, si je ne me trompe pas, en tout cas dans les interviews que Denis a dit, c'était aussi remettre des images autres que les images qu'on peut voir hollywoodiennes, par exemple, comme des films sur la déchirure. Il serait intéressant de voir sur, peut-être vos grands-parents vous ont parlé de la colonisation, des choses comme ça, et comment on peut en parler, comment on peut mettre des images autres que les images qu'on connaît d'habitude. Là, c'est pour étendre un tout petit peu à vous aussi ce que fait Denis. Donc c'est vraiment très intéressant, et on remercie puisqu'il nous présente ici un film qui va vers autre chose, qui va vers une autre partie de lui aussi. Et donc, on va découvrir ça. Moi, je vais un tout petit peu, mais je vais découvrir avec vous aussi pas mal d'images de ce qu'il nous propose et de ce qu'il va nous présenter. Et ensuite, évidemment, il y aura une session, comme d'habitude, de questions-réponses avec vous. Denis, merci beaucoup d'être là. Merci. Bonjour. Je n'ai pas souvent l'habitude de remercier, c'est pas parce que je suis mal poli, mais souvent pris par le stress, j'avance très vite. Donc je vais faire l'effort aujourd'hui, et j'espère que je vais apprendre de ça et que je vais... voilà. Donc avec sincérité, je voudrais remercier Mohamed pour cette invitation. Il n'a pas à me remercier du tout pour ma venue. On m'invite, je viens, c'est évident. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de venir ici et d'être en face de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que je vous propose. Je voudrais remercier le festival, tous les bénévoles. Voilà, je vous ai dit, c'est pas un exercice auquel je suis forcément très habitué, mais il faut que je prenne l'habitude, je pense. Pour vous parler de ce film, il faut que je vous parle de pas mal de choses quand même avant. En fait, quand j'ai fait Funan, donc Funan c'est un film en animation, un long métrage qui raconte l'histoire d'une femme et de sa séparation avec son fils sous le régime Khmer Rouge au Cambodge dans les années 70. Donc un régime de terreur, génocidaire. Et c'est une histoire qui est entre autres basée sur le vécu de ma mère. Donc j'ai fait plein de recherches, etc. en allant sur place. Et donc suite à ce film, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que la manière dont les gens se sont mis à me décrire, à me dire que je suis un réalisateur franco-cambodgien, ça m'a un peu déçu en fait. Parce qu'à tous les journalistes qui m'ont interrogé, j'ai précisé des choses que je n'ai jamais retrouvées en fait. Et d'ethnie, je ne suis même pas cambodgien, je ne suis pas khmer. Dans ma famille, il y a des influences de la culture cambodgienne, parce que mes parents sont nés au Cambodge. Tout comme mes enfants sont très influencés par la culture française, parce que je suis né et eux sont nés en France. Mais d'origine, ma famille vient de Chine, du sud de la Chine, d'une région qui à l'époque s'appelait, dans mon dialecte, Techiu, et mon dialecte c'est le Techiu en fait. On ne parle pas mandarin. Mais dans ma communauté, les parents forcent les enfants à apprendre le mandarin pour plus tard faire du business, etc. etc. Comme je ne fais pas de business, en fait, bizarrement, j'ai dû apprendre le mandarin quand même, et puis voilà, la vie a fait que je connais le mandarin, mais c'est une autre histoire. La particularité donc, de ce film, de La forêt de Mademoiselle Tang, c'est qu'il est entièrement couplé dans ce dialecte. Donc, ce film, c'est un peu un manifeste aussi, parce que c'est un dialecte qui, d'une certaine façon, est en train de disparaître, à la fois en Chine, à cause de la prédominance et de l'enseignement du mandarin,
mais à la fois en France et dans les pays occidentaux, au sein des diasporas qui ont fui l'Asie. Mes ancêtres sont partis de Chine, sont arrivés au Cambodge, et mes parents, comme la plupart des parents de ma communauté, ont fui le Cambodge sous les clairs rouges. Ils avaient avec eux ce bagage et cette langue. Ils sont arrivés en France. Ils se sont, et leurs enfants, comme moi, se sont intégrés. Et beaucoup d'entre nous ne parlent plus cette langue. Moi, j'ai la chance de la parler parce que mes parents, ma mère n'a pas appris le français, elle n'y arrivait pas. Donc on parlait ce dialecte à la maison. Et ce film a été doublé par 3 générations de gens de ma communauté, principalement du 13e arrondissement à Paris. Et on a des spécificités du langage qui sont différentes de ceux qui sont restés en Chine aujourd'hui aussi. Et pendant ces sessions de doublage, pendant les castings de voix, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la 3e génération de gens de ma communauté, les enfants, aujourd'hui, ne parlent plus cette langue. On a trouvé une fille à qui on a fait répéter les mots de manière phonétique, mais elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Alors pourquoi je pense que ce film a une certaine pertinence au-delà de ma communauté, c'est parce que en France, le processus d'intégration produit cela. Je ne sais pas exactement ce qui existe, comment ça se vit dans les autres communautés, mais on pense avec une langue. Et perdre une langue, c'est perdre une identité. D'où ma discussion ce matin avec le bénévole qui m'amenait ici sur l'enseignement du français au Maroc. Je lui questionnais sur la prédominance du français par rapport à l'arabe. Voilà, tout simplement. Et donc ce film, c'est un film de 40 minutes, c'est à la base, en fait, j'envisageais un film de 20 minutes, mais j'avais écrit un scénario beaucoup trop long et les commissions m'ont dit ça ne fera pas 20 minutes. Moi j'étais sûr de moi, je leur ai dit c'est sûr que si, vous allez voir. Et en fait, pas du tout. On s'est retrouvé avec 30, 40. Voilà, je suis resté à 40. C'est un format un petit peu. On m'a toujours dit que c'était un format compliqué pour la diffusion, les festivals, etc. Il se trouve qu'Arte, la chaîne franco-allemande, a participé à la production du film et va diffuser le film. Donc je ne me suis jamais trop pris la tête avec ces histoires de durée qui pourraient impacter la vie du film en festival. C'est l'histoire donc d'une famille de ma communauté, donc une famille Techi. On la suit en Chine du 19e siècle, de 1886 à notre époque. On va traverser 6 générations et à chaque génération, il y aura une question prédominante qui va questionner, tendre cette famille. Et cette question, c'est est-ce qu'il faut partir ou rester? Parce que cette question, elle est primordiale, elle est tellement ancrée dans l'histoire de la communauté, de cette diaspora, où il y a eu, pour beaucoup de familles, une double migration, une fois depuis la Chine et une fois depuis le Cambodge. Et cette histoire, en fait, je l'ai envisagée à un moment donné pendant la production de Freeman, où j'étais complètement immergé dans la culture cambodgienne, l'histoire du Cambodge, où je me suis posé une question simple, c'est quelle aurait été ma vie si mes ancêtres avaient décidé de rester. Donc cette famille, spoiler alert, va décider de rester en Chine. C'est pas parce qu'on reste. Juste pardon, vous pouvez doucement, voilà, on est en train on essaie de faire, s'il vous plaît. Un tout petit peu, parce que c'est pas une sac qui est facile pour se concentrer. Enfin, c'est pas simple. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on reste que d'une certaine façon, on n'est pas amené à partir, à quitter des choses et à abandonner des choses importantes. Et en toute franchise avec vous, aujourd'hui, donc c'est un oui. Il faut que vous sachiez que le film est fini en fait. S'il vous plaît, juste, il y a une manière de porter des chaises, c'est un respect aussi à avoir par rapport aux gens qui...
Ils sont là, donc merci, c'est super. Voilà, maintenant on arrive. Merci. Posez sur les marches. C'est ici, en fait, c'est un lycée carrément de face. Ils ont loupé vraiment le plus important. Alors, ouais, merci. Vas-y, asseyez-vous. Je vais pas savoir à quel point ça fait du bruit. Ça permet de se concentrer. Voilà. Juste pour les nouvelles personnes qui sont arrivées, en fait, il y a un mot que vous n'allez pas comprendre, c'est le mot Techiu. J'insiste dessus parce que c'est l'appellation de ma communauté. C'est un mot chinois, mais chinois ça ne veut plus rien dire. Il y a plein de langues en chinois. Si vous voulez le chercher en mandarin, ça se dit Chao Chou. Et je ne vais pas vous l'épeler pour l'écrire parce que ce n'est pas le but. Et le mandarin ne m'intéresse pas dans le cadre de cette présentation. Donc Techiu. Et pourquoi je vous disais que ce film, c'est un film manifeste? Parce que avec quelques personnes, on a monté un crowdfunding pour finaliser le film. Et avec ces quelques personnes, on monte actuellement une association culturelle, peut-être pour faire aussi de la production, on verra, qui s'appelle les Jeunes Techiu de France. Et c'est une association qui est volontairement communautaire. C'est quelque chose, c'est un mot communautaire qui fait flipper, qui fait peur en France, parce que dans la tête des gens, on a l'impression que les communautaristes fomentent les choses contre la République. Ce n'est pas le cas. On n'a pas de temps à perdre avec ça, on veut juste préserver notre héritage, la transmettre, et éviter que notre langue, notamment, disparaisse au sein de la 3e génération. Donc notre but, c'est de créer des activités, etc., vis-à-vis de notre culture. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que le film est fini. Je n'ai pas le droit de vous le montrer, c'est pour ça qu'on fait un 8. Je n'ai pas le droit de vous le montrer parce qu'il est pris dans un festival, je ne sais pas encore dans quoi, on verra. Donc, commençons par les recherches. Les recherches graphiques, en fait, qui ont débuté en 2012. On va suivre donc une famille. On est dans un foyer qui c'est lambda, assez typique. Une famille ni trop riche ni trop pauvre, mais qui va subir les aléas, les différentes problématiques traversées par globalement toute la Chine du 19e à notre époque. Alors par exemple en 1886, le film se passe dans le port de Shuaihao. C'est en mandarin Shanghou, c'est dans le sud, c'est dans la région de Canton. C'est l'un des premiers ports cédés aux Britanniques suite à la guerre de l'opium, Et donc cette cession fera que tous les échanges commerciaux, transports humains, etc. vont être très fortement impactés. On sera ensuite en 1922, après les images ne représentent pas forcément les époques dont je parle. Je suis allé un petit peu vite là. En 1922, il y a un typhon qui porte le même nom que la ville, Shuaihao, qui va balayer 4/5 de la ville. Il n'y a aucun document qui atteste que des gens sont partis à ce moment-là, mais c'est très fortement plausible suite à un événement comme ça. Ensuite, on est en 1940, et c'est la guerre contre le Japon. Une guerre qui me touche beaucoup personnellement, mais qui a été très peu enseignée à l'école de la République. Ensuite, on est en 1959, pendant le grand bond en avant, avec c'est une politique menée par Mao qui consistait à augmenter la production agricole, industrielle, etc. Et évidemment, dans toute société communiste, lorsqu'il y a ce genre de prise de décision, de planification, il s'ensuit beaucoup de morts et beaucoup de... Enfin, tous les problèmes. Ensuite, 1992, c'était plus cette image-là, avec l'arrivée des modes de vie un petit peu plus modernes, l'ouverture économique, etc. Le semblant de progrès, de l'ouverture donc à la vie moderne. Et on arrive à notre époque, que je ne date pas, parce que à l'époque, j'avais daté ça en 2010.
Et faire un film d'animation, c'est long. Et donc, 2010, c'est déjà il y a 13 ans. Donc, voilà. Et là, je vais vous montrer des designs. Vous allez voir que sur les décors, c'est très succinct. Pourquoi? Parce que la plupart des décors, la forêt, tout en fait quasiment, sont modélisés en 3D et il y a une raison pour ça. Donc ça c'est les arbres sans les feuillages. Les feuillages on les a réalisés autrement. Là vous voyez les arbustes de la famille. Alors pourquoi il y a les arbustes de la famille? Parce que le cœur de ce film, c'est que cette famille va avoir une pratique très différente des autres Chinois. C'est qu'en Chine, on a ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Les ancêtres, c'est plus important que ce qu'on peut considérer comme étant Dieu ou les dieux, etc. Alors, ce n'est pas le cas de toute la Chine, mais en tout cas de la culture cultuelle et religieuse majoritaire est très imprégnée par le culte des ancêtres. Et ça date de plusieurs millénaires, tout ça. C'est une société très patriarcale, c'est le fils aîné qui honore les ancêtres. Et le film, en fait, va un peu effleurer, questionner tout ça. Et donc là, on a des arbustes avec, vous voyez, des caractères chinois, c'est le nombre en fait de personnages qui vont décéder de génération en génération, et que la nouvelle génération va décider d'honorer en mélangeant leurs cendres à de la terre et en faisant pousser des arbustes. C'est une famille qui à la base est une famille de menuisiers. Pourquoi menuisier? Parce que c'est un artisanat qui est reconnu comme étant traditionnel et très important dans la culture de la communauté. Et donc, en étant menuisiers, ils ont un certain rapport avec le bois. Et donc, ils vont dans cette forêt pour chercher leur matière première. C'est le bois qui les nourrit, qui les fait vivre. Et c'est aussi de cette manière que cette famille, que les nouvelles générations vont honorer donc les aînés. Et dans le découpage du film, on suit donc le quotidien de cette famille dans son foyer, un foyer qui, semble-t-il, est immuable, ne bouge pas, passe de génération en génération. Et on a ces instants oniriques où on arrive dans la forêt, où les nouvelles générations ont besoin de s'y ressourcer, de se reconnecter, tiraillés justement par cette question de est-ce qu'il faut partir ou rester. Et je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, ça va raconter le film. Ça, c'était une petite recherche pour la maison. Il y a eu beaucoup de recherches photographiques, etc. Je vais être honnête avec vous, je ne suis jamais allé dans cette région-là. Ça m'effraie beaucoup d'y aller. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur de... je connais beaucoup de gens de là-bas, on change beaucoup. Mais je me suis dit, j'irai sur la terre de mes ancêtres avec ce film, pour leur offrir. Donc, maintenant je suis prêt. Mais avant... Donc là, vous voyez un plan, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à regarder dans une présentation de WIP, mais je vous ai dit, c'est important parce qu'on va tout modéliser en 3D. Donc sur les persos, voilà, ça c'est quelques recherches de personnages, tout ça. Je n'ai pas de... Par exemple, comme c'est... En fait, trouver le style vestimentaire, c'était pas forcément très simple. Il fallait vraiment aller au plus simple. Généralement, quand vous cherchez sur Internet ou dans la doc du style vestimentaire, peu importe la culture du passé, vous tombez sur des espèces de catalogues et de recherches photographiques, etc., sur des classes plutôt aisées. Des classes, on va dire, normales. On a finalement pas tant de documentation que ça. Et
Donc j'ai regardé des films d'époque aussi, simplement. Alors cette fille, par exemple, elle est très couverte, parce qu'à une époque, je voulais vraiment, par exemple, elle est en 1940 et je voulais de la neige, tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a l'illustration de la maison couverte de neige, et il ne neige pas là-bas, en fait. Donc cet anti-graphique est tombé à l'eau. Elle ne se retrouve pas en débardeur non plus. Hein. Et pour les femmes, je voulais des vêtements qui... Parce que... comment dire, il arrive aujourd'hui, notamment, enfin c'est le cas de la Chine, dans l'audiovisuel, tout ça, quand on représente les femmes de la société de classe moyenne, hein, on leur fait porter des vêtements, on voit des formes, etc. Ce n'était pas le cas. Les femmes ne montraient pas leurs formes, elles avaient des vêtements très amples. Donc je voulais quand même coller à ça. Et encore plus en 1950, sous Mao, où les styles vestimentaires étaient encore plus normés. C'est un film où les gens fument beaucoup, parce qu'en Chine, les gens fument énormément. C'est pas donc je ne sais pas si vous verrez le film un jour, mais ne vous dites pas que c'est une pub pour le tabac. Là, je vais vous montrer quelques props. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais comme les décors, en fait, on a fait beaucoup d'assets 3D. Et en fait, vous verrez pourquoi il y a eu un intérêt à faire des éléments en 3D. Donc, tous ces objets, les objets, en fait, dans le film, donc, se transmettent de génération en génération, et ça raconte des choses aussi. Quand on arrive dans les années 90, par exemple, on a des outillages un peu plus modernes qui arrivent. Et ça chamboule comme le frigo, par exemple. Le frigo a une place centrale dans le film. C'est un objet tellement anodin, mais ça a une place vraiment centrale dans le film, quoi. Pourquoi c'est une place centrale? J'ai mis le scooter parce que j'aimais bien. Il ne sert à rien, en fait. On ne voit pas de scooter rouler. Mais je m'en servirai sur un autre film, c'est pour ça qu'on a fait. Donc là, vous voyez l'armoire. Et là, vous voyez le réfrigérateur. L'armoire, c'était l'élément qui était à la base du film, en fait, sur cette notion d'honorer les ancêtres, de rester connecté à son héritage. Les nouvelles générations, ce qu'elles vont faire, c'est que tous ces petits arbustes, ils vont les entreposer dans cette armoire. Et à un moment donné, le premier de la génération, en 1886, quand il construit cette armoire, il est menuisier donc, il dit à son épouse que c'est dans l'optique de ranger ce qu'ils ont de plus cher, mais sans préciser quoi. Et donc, à la génération d'après, lui se retrouve dedans. Et à la fin, en 1992, il y a un frigo qui arrive. Et il y a les mêmes mots qui sont employés. On va pouvoir garder les choses aussi longtemps qu'on veut, etc. Sauf à la fin, quand ils vont... quand la Mademoiselle Tang... Mademoiselle Tang, en fait, c'est l'héritière de cette famille. C'est la fille de notre époque, en fait. Ils vont devoir partir de chez eux, finalement. Bon, je vous ai spoilé, du coup. Et cette armoire, elle va décider de l'emporter. Mais son père ne voudra pas prendre le frigo parce qu'on peut en acheter un nouveau. Celui-là est l'ancien modèle, etc. Donc il y a aussi des questionnements sur le rapport aux objets qu'on a à notre époque, pas qu'en Chine, partout, simplement, le consommable, les choses qui perdent de leur valeur avec le temps, alors que à l'époque, et ça j'ai entendu ça de la bouche de beaucoup d'aînés, les choses prenaient de la valeur, plus on pouvait les garder longtemps, en fait. Donc, quelques assets. Je ne vais peut-être pas vous montrer tous les assets que j'ai mis là, mais voilà, c'est l'armoire que vous avez vue tout à l'heure. Donc, voilà, vu comme ça, rien de bien spécial, mais New Lax, voilà, les portes s'ouvrent, c'est magique. Voilà, c'est juste une armoire, rien de bien intéressant en l'état, mais c'est juste pour vous prouver qu'on l'a fait en 3D. Il faut que je vous trouve une maison. Ah, j'ai pas pris la lumière.
la maison entière. Mais c'est pas grave, j'aurai des exports qui vous font savoir que c'est vrai. Donc, comme on a fait toute la maison et on a installé tous les assets en 3D, on a décidé de peindre les décors 3D, de vraiment les peindre en fait, directement dans le logiciel 3D. On a fait tout ça sous Blender, il y a des outils pour faire ça. Et à la base, en fait, l'idée de faire tout ça en 3D, c'était simplement pour m'éviter de redessiner des décors constamment. Voilà. Et aussi de faire des voilà, légers mouvements de caméra par moment. Parce que ça me manquait un petit peu. Suivant les techniques qu'on a employées, il a fallu faire du color script sur tous les plans. Donc faire des pochettes de couleurs pour indiquer les ambiances colorées, mais vraiment sur l'entièreté des plans du film, donc pas juste par séquence. Parce qu'en fait, dans le logiciel 3D, ce qui se passait, c'est qu'on allait choper les couleurs depuis le color script et on peignait directement. Et ne vous fiez pas à ces espèces de bâtons allumettes, c'est les couleurs pour indiquer les personnages, etc. Je vais assez vite dessus parce que je vais vous montrer donc les mêmes images, les mêmes décors et de plus en plus élaborés, quoi. Et donc, la plupart des décors sont en 3D, mais il y en a aussi en 2D, notamment les décors qui ne sont pas récurrents. Les plans de ville, par exemple, on n'allait pas s'amuser à modéliser des villes pour un seul plan. Donc, voilà. Donc ça, c'est le décor du pont tout à l'heure que vous avez vu en color script. Ça, c'est un plan de ville que vous verrez où la vie, ça va grouiller de vie. C'est en 1886. Et Julien, ça a été fait par Coach. Voilà, donc ça, c'est des décors qui n'ont pas été faits en 3D parce que on n'allait pas s'embêter pour faire un paysage en 3D simplement. Ce plan-là, il n'y en a qu'une fois. Et donc, les décors en 3D, j'ai fait que des exports images parce que vous avez vu à chaque fois le logiciel 3D. Donc là, vous vous dites c'est très géométrique, etc. Mais en fait, lorsqu'on va peindre dessus, avec les couches de peinture, on va complètement pouvoir casser ces formes super rigides. Il n'y a pas de lighting, c'est-à-dire que là, vous voyez les indications de lumière au layout, mais au rendu final, on n'utilise pas du tout la 3D pour éclairer les images. C'est-à-dire que les lumières sont directement peintes en fait, sur les objets. Ça ne marche pas évidemment si vous avez un mouvement de soleil ou de lampe sur le décor. Ah oui, ça c'est des dégoûts en 3D. Alors par exemple, vous voyez le sol là, ça a été fait vraiment à l'arrache. Il n'y avait pas besoin de, soit lisser ça, soit rendre ça plus léger, etc. pour des exports. Parce qu'au moment où on va peindre par-dessus, on recouvre tout de couches de peinture. Et en fait, les éléments 3D, c'est limite on peut les jeter en fait, simplement. Il n'y avait pas besoin de travail de finition de tout ça. Limite, tous ces éléments servent d'indicateur en fait. Et quand on peint, en fait, on arrive à ancrer la brosse sur les objets en 3D. Du coup, on peint vraiment en surface, sur les objets. À quelques pixels près. Par exemple, ici, vous voyez, je me suis amusé à casser un petit peu cette surface-là avec du sculpte. Mais en fait, c'était pas du tout utile. Ça alourdissait le fichier pour rien de faire des choses comme ça. On pouvait le faire directement en peinture. Donc là, je vous ai montré quelques plans qui bougent, donc qui justifient un minimum la 3D. Mais en vrai, on aurait pu le faire en 2D aussi, la plupart de ces mouvements-là, mais c'est juste que j'avais envie de tester cet outil 3D pour ce film.
Donc, bon, pareil, je ne vais pas tout vous montrer. En fait, c'est les luttes des personnages. Donc, avant de commencer l'animation, bon, on pose les personnages. Pourquoi ils ne retrouvent pas les... Voilà. Donc, on pose un petit peu les personnages, etc. On a une charrette en 3D qui, ici, est à 24 images secondes. On l'exposera à 2 ensuite au compositing. Je vous montre un plan. J'avais tout préparé. J'avais relinké tous les décors, mais je ne sais pas. Donc voilà le plan où ça va grouiller de tout. Voilà, du coup là maintenant les persos sont placés. On peut commencer la production. On a tout ce qu'il faut, on a le color script, on a les décors, tout ça. Je vais vous montrer, avant de vous montrer de l'animation, tout ça, des petits extraits d'enregistrement des voix. Ça a été filmé d'un téléphone à l'époque. Pour que vous entendiez mon dialecte, en fait. Vous m'entendez ? Parfait. Ok, attention de ne pas dire que c'est parfait trop rapidement. C'est des bons là, ça. Je pense que c'est bon, mais je te connais. Tu rabotes. Mais c'est exactement ça. Les comédiens qui ont doublé le film, les comédiens et les comédiennes, pour la très grande majorité, ne sont pas comédiennes de profession. On a eu plusieurs sessions de répètes, de lecture, etc. Et comme je vous disais, il y en a qui ne parlent plus bien cette langue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et je crois que mon producteur ne s'est pas rendu compte de ça, mais en fait on a fait vraiment tout ça avec l'association aussi sur du temps libre. Mais il y a une véritable émulation en fait. Sur les 3 générations, les gens ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait par rapport à notre culture, à notre héritage. Et il y a eu, on peut le dire en fait, une envie de participation vraiment massive en fait autour de ce film. Et ça s'est montré également durant l'étape du crowdfunding. C'était pas envisagé de faire un crowdfunding au tout départ, évidemment, mais au bout d'un moment, il fallait parce que c'était compliqué. Et... Excuse-moi, Denis, juste, pardon de te couper, mais est-ce que tu as eu des beaux moments justement avec ces personnes qui
pour raconter et tu t'es nourri, peut-être pas pour le film, mais toi, tu t'es nourri finalement de ce que tu racontais. Toujours, en fait, toujours. Et encore plus depuis que le film est terminé, même si c'est les gens de ma communauté à qui j'adresse le film, évidemment, ne l'ont pas encore vu. Les échanges ont fusé et c'est ce qui me motive, moi et les autres, à monter une association pour nourrir tout ça encore et encore et tenter le coup, quoi. Donc là, c'était important pour moi de vous montrer cette petite fille parce qu'elle fait partie c'est la seule petite fille qu'on a trouvée pour doubler l'enfant dans le film. Et donc, pour vous dire, elle ne parle pas la langue, elle a doublé en phonétique, en fait. Très bien. Ce qu'elle dit ici, c'est que les enfants garçons l'embêtent beaucoup. Du coup, elle les tape. C'est un ami à moi qui, lui, est comédien, qui a coaché la petite parce que, en toute franchise, moi, j'ai pas la patience. C'est moi qui tenais le téléphone et je tape pas les enfants, mais j'en pouvais plus, en fait. Voilà. Pourquoi il n'y a rien? Ah, si, je sais pourquoi il n'y a rien. C'est parce que je vais vous montrer des extraits direct après. Donc ça, c'est le décor de la ville, peint. Ne vous fiez pas au perso, c'est la personne qui a fait les décors, qui s'appelle Tévi Dubray, en fait. Elle a voulu placer les personnages pour tester. Par exemple, lui, là, il est en train de flotter sur les marches, donc je ne sais pas pourquoi il a... Ah non, il est assis sur un tabouret. Bref. Je ne sais pas si vous avez noté, les hommes portent des nattes. Les nattes, à l'époque, je me rappelle, quand je regardais des films de Hong Kong pendant mon adolescence, je me disais, il faut que j'aie une natte un jour, c'est trop la classe. Et bon, malheureusement, je n'ai pas assez de cheveux. Mais c'est surtout que les gens ne portaient pas la natte pour le style, c'était imposé par le gouvernement de l'époque, de 1644 à 1911. C'était en fait, c'est un gouvernement mandchou en fait, qui était là à l'époque, la dynastie Qing, et les Chinois se sont sentis envahis par ces gens-là, d'une certaine façon colonisés. Donc là, je vous ai montré un décor 2D, je vous en montre un autre. Donc ça, c'est le ponton de tout à l'heure. On n'a pas trop travaillé le fond parce que ça allait être rempli de personnages. Voilà. Et donc, des fois, les gens qui font les décors en 2D, ils rajoutent plein de détails, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, ce décor-là, c'est un décor en 3D à la base. À un moment donné, pour accélérer la cadence, parce que peindre en 3D, c'est quand même long, parce que c'est pas forcément intuitif. Et pour les décors qui n'allaient pas avoir besoin de mouvement de caméra et qui utilisaient la 3D parce que les décors étaient déjà faits, et bien on les a exportés, on a posé des aplats directement en 3D, on les a exportés en 2D et on les a finalisés en 2D sous Photoshop. Et à une cadence hallucinante, on était à 5 à 6 décors de rendu par jour. Et là, normalement, sur ces espèces d'affiches, il y aura des caractères chinois. C'est des choses que traditionnellement les Chinois collent en face de leur maison pour éloigner le mauvais sort, les démons, etc. Voilà. Donc avec les persos, tout ça. Vous voyez,
tout au téléphone. Ouais. Tous les appareils photo, tout ça éteint. Ok. Donc, sinon, vous tuez le film, vous tuez sa vie en festival. Ouais, donc s'il vous plaît, vraiment, on arrête de filmer, que ce soit tout. Je vous rappelle, comme le dit le directeur artistique, c'est aussi donc le film, la chance qu'on a de voir ça, et donc le festival aussi évidemment, on aurait pu